entends ça? Il est juste pas fort. Merci. Bonjour et bienvenue à tous sur ce plateau de la salle d'année 2 pour parler de cyber. Je m'appelle Olivier Gouin, je suis du pôle d'excellence cyber. On a préparé ce plateau en le divisant en 4 thématiques et parties. La première sera donner la parole aux sécurisés, c'est-à-dire les utilisateurs de matériel de sécurité et donc le territoire, les agents économiques, les collectivités nous exposeront leurs problématiques et leurs situations. Dans un second temps, on fera un point côté sécurisant, c'est-à-dire ceux qui sont en charge d'assurer notre sécurité. La troisième partie sera dédiée à l'approche et au pragmatisme pour la montée en sécurité à travers le diagnostic. Et enfin, on fera un petit focus sur différents dispositifs d'accompagnement à partir du diagnostic. Et donc, voilà pour ces 4 parties. Je vais remercier mes invités tout de suite d'avoir accepté l'invitation du pôle d'excellence cyber. Je vais vous les présenter un par un. Je vais commencer par Estelle Kéraval, qui est la directrice d'Anticipa. Anticipa, donc, c'est la technopole du bassin de Lannion, Trégor Communauté, Guingamp Agglomération. Donc, bassin avec un passé technologique, télécom, très important. Voilà. Xavier Migeot, donc Mouvement des entreprises de France pour l'Ille-et-Vilaine, qui va représenter les sécurisés et les agents économiques, donc leurs problématiques PME, PMI en matière de sécurité. Patrick Malfait de Mégalis, directeur général de Mégalis, qui est une société d'économie mixte qui représente 1200 communes bretonnes et 60 agglomérations. Donc, il nous expliquera plus en détail ceci. Et enfin, Adrien Chenu, Orange Cyberdéfense, qui représente les sécurisants, ceux qui assurent notre sécurité, responsable régional de la zone ouest, c'est-à-dire Bretagne, Pays de Loire, Normandie et région centre, donc grande zone. Orange Cyberdéfense, qui est aussi membre du pôle d'excellence cyber. Et avec nous, le colonel Régnier, délégué adjoint du pôle d'excellence cyber, qui va se présenter le pôle et lancer ce plateau. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur de participer à cette immersion dans le monde donc des collectivités locales de la région. Pour me présenter rapidement, je suis donc le lieutenant-colonel Éric Régnier. Je travaille au ministère des Armées depuis un certain nombre d'années, que ce soit dans le domaine des systèmes d'information et de communication, donc le numérique, la formation également, donc le parcours de formation, parcours professionnel également. Et puis, plus proche de nous, donc, dans le domaine de la cyber depuis quelques années. Voilà. Tant sur le volet gestion des incidents, gestion de crise, que gouvernance du chiffre. Et là, actuellement, donc, dans le pilotage des audits, c'est-à-dire des audits, évaluations, contrôles, tests d'intrusion et autres. Ce qui occupe donc le plus clair de mon temps et qui peut me décrire en termes de parcours et d'expérience. J'ai rejoint le pôle d'excellence cyber depuis quelques semaines en tant qu'adjoint au délégué général. Et aujourd'hui, donc, j'ai l'honneur sur le pied de faire une petite introduction à la place donc de l'amiral Coustillard, président du pôle d'excellence cyber. À ce titre, je vous le présenterai donc très rapidement, donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette espèce d'ovni, peut-être. Le pôle d'excellence cyber a été créé en 2014, donc ça fait maintenant presque 10 ans, sous l'impulsion donc de Jean-Yves Le Drian. Et ceci dans un but simple et précis, consolider sur le plan national une posture cyber, et je dirais vertueusement, dans un premier temps, une posture cyber résiliente qui nous permette de faire face à l'évolution de la menace,
qu'elles soient cybercriminelles, voire étatiques. Dans une ambition plus abordable, je pense qu'il y a des efforts très importants en termes de sensibilisation à mener, par l'exemple et par des actions concrètes sur le terrain, ce qui nous amène aujourd'hui très probablement à faire cette table ronde. Pour poursuivre donc et plus précisément sur l'OVNI du pôle excellence cyber, donc son ancrage est breton, historiquement et de culture, de par les institutions qui y sont implantées au niveau du ministère et par les grands groupes. Vous m'entendez? Ouais, j'ai un peu perdu au niveau de la voix ou au niveau du micro, je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Donc, qui sont représentés notamment par la Direction générale de l'armement, par son partenaire privilégié, le Conseil régional de Bretagne, de grands groupes tels qu'Orange, représentés ici. Les axes d'effort du pôle excellence cyber portent sur, le développement industriel, la recherche et la formation. Pour faire court et terminer, voilà, la formation et derrière les parcours de formation relèvent d'un enjeu très important pour le ministère des Armées, pour armer son action dans la cyber, évidemment, fidéliser son personnel. Et c'est un axe qui est particulièrement en lien étroit avec la région et qui s'inscrit donc totalement dans sa présence en tant que pôle d'excellence cyber aujourd'hui. Merci. Merci. Et à propos de région, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser au secteur économique régional. À travers d'ailleurs un baromètre qui a été récemment initié par la région justement pour mesurer la cybersécurité sur le territoire, je vais adresser à Xavier Migeot ma première question pour avoir le regard désécurisé du territoire. Xavier Migeot, quelles sont les tendances que vous observez auprès des entreprises, des chefs d'entreprise, des TPE, des PME et des ETI sur le territoire et quels sont les indicateurs que vous suivez notamment à ce propos? Alors, il y a relativement peu de chiffres, hein, comme vous savez, même si au niveau régional, on commence à en avoir par ce baromètre régional qui est extrêmement intéressant, que vous retrouverez, donc je ne vais pas vous abreuver. En revanche, il y a peut-être quelques chiffres à retenir. Plus de 400% des cyberattaques. En même temps, on a un certain nombre d'entreprises et comme vous le disiez, ça va être intéressant de voir la granularité en fonction de la taille des entreprises. 87% des entreprises qui mènent des actions de cyberdéfense, de prévention, et y compris d'un point de vue technique. Ce qui est important quand on décortique les entreprises, c'est que actuellement 6% des grandes entreprises ont fait l'objet d'attaques, 25% des ETI et 69% des TPE-PME. Et ça, c'est vraiment un des sujets très importants. Je vous renvoie aussi à une autre étude qui est beaucoup moins connue, qui a été faite par l'AMRAE et qui s'appelle LUCI, Lumière sur la cybersécurité, sur la cyberassurance, pardon, et qui démontre en fait aussi le fait qu'actuellement, on a une diminution des attaques, donc c'est vu sous l'angle de l'assureur, mais c'est justement aussi intéressant de le voir sous cet angle-là, une diminution des attaques sur les grandes entreprises, mais en revanche, une très très forte augmentation sur les ETI et sur les TPE-PME. Donc ce qui va être, moi je ne suis pas un spécialiste de la cyberdéfense, j'aurai l'occasion d'évoquer ce que nous pourrons faire après, mais en revanche, ce qui est important de bien avoir en tête, c'est cette ventilation par la taille des entreprises qui fait qu'on a des niveaux de sensibilisation, des niveaux d'action, des niveaux d'intervention et, j'aurais tendance à dire aussi, des niveaux de capacité financière différents suivant cette taille. Et ça, c'est un des sujets essentiels. Merci Xavier. Patrick Malfait, quelles sont les tendances que vous pouvez observer comparativement à ce qui est observé dans le secteur privé? Alors j'ai présenté 2 secondes Medialis parce que le MEDEF, tout le monde voit bien, Medialis un peu moins. C'est très gentil, merci. Voilà. Mais l'idée est à peu près la même, c'est aujourd'hui d'avoir la lourde tâche d'être un peu le thermomètre du secteur public local, puisque, comme vous l'avez dit Olivier, on est un syndicat mixte qui réunit l'intégralité des collectivités bretonnes au conseil d'administration, donc la région, les 4 départements, les 60 intercos, et par là même leurs 1200 communes adhérentes. Donc on a
une relative bonne vue sur ce qui se passe dans les collectivités, sachant que Megalis a deux grands métiers, celui qui est plus connu du grand public, qui est celui d'aménageur numérique du territoire, et puis celui qui est absolument pas connu, mais qui est historiquement le plus important, qui est d'être opérateur public de services numériques pour les collectivités. Donc aujourd'hui, on équipe la quasi-intégralité des collectivités sur nos solutions de dématérialisation. Donc, ce qui nous donne la possibilité d'aller mettre parfois un peu notre nez dans le SI de ces collectivités. Effectivement, par rapport au baromètre cyber, il y a d'ailleurs un retour à la 13h, je crois, sur un stand au village. Donc, je fais de la promo pour les copains d'après. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il y aura par Guillaume Chéreau du futur CSIRT Bretagne, parce qu'il n'est pas encore officiellement lancé, donc c'est pour bientôt aussi. Mais c'est plutôt à Rennes sur le mois de novembre. En tout cas, un détail plus fin du baromètre. Moi, je me méfie toujours des baromètres. C'est pas pour. C'est souvent ceux qui répondent, c'est ceux déjà qui sont les plus conscientisés au sujet. C'est d'autant plus inquiétant, donc. Ben, effectivement. Et l'autre point que je reprends par rapport à votre intervention sur le secteur privé, c'est ce qu'on constate effectivement de la même manière sur le secteur public. C'est une extraordinaire hétérogénéité de la prise de conscience du sujet, avec un gradient qui existe. Alors, il y a toujours des contre-exemples, et sur 1200 communes et 60 EPCI, vous ferez toujours trouver un contre-exemple. Effectivement, sur certains territoires qui sont plus, j'allais dire, parfois plus sensibilisés que d'autres. On pourra en parler effectivement du côté de Lannion. Mais il y a un très très fort gradient entre taille de la collectivité et prise de conscience du sujet. Et pour Megalis, dont l'ADN est de s'occuper principalement des toutes petites collectivités, on a un degré de prise de conscience du sujet qui est quand même relativement faible. Et plus embêtant, c'est qu'une fois que ce degré de conscience est pris, un niveau de capacité de mobilisation de moyens financiers et de priorisation qui n'est pas au rendez-vous. Et je ne jette pas la pierre aux élus locaux. On a eu l'occasion, en préparant cette table ronde, d'avoir cet échange-là, et l'organisation du FEB aujourd'hui le démontre. J'imagine que le grand auditorium doit être plein pour écouter Jean Covici. Quand on présente ces sujets-là en collectivité, on arrive, voilà, on fait un diagnostic, on en reparlera tout à l'heure, mais après se pose la question de l'investissement, des moyens financiers qu'on met sur la table. Et honnêtement, depuis 18 mois, les élus locaux, ils sont d'abord confrontés à des problématiques de coût de l'énergie, de réhabilitation de leurs écoles, de leurs gymnases, et le risque cyber, c'est bête à dire, mais c'est pas la priorité numéro 1. Merci Patrick pour cet éclairage. Sur le bassin de Lannion, par rapport à ce qui a été dit, comment vous percevez les préoccupations? Est-ce que tout ça se rejoint? Comment Oui, alors je partage ce qui vient d'être dit. Hein. Le risque cyber est pris en considération à la fois dans les entreprises de manière assez hétérogène. Ça dépend à la fois de la taille de l'entreprise et de son ancienneté. Il y a souvent aussi des grandes entreprises industrielles qui sont qui existent déjà depuis de nombreuses années, qui ont des systèmes d'exploitation déjà mis en place. Et on s'aperçoit que les mises à jour, elles ne sont pas forcément évidentes, qui restent avec des anciens systèmes d'exploitation. Et on voit que le risque, du coup, il est fort. Donc, on se rend compte que la start-up, elle arrive à éventuellement prendre en considération le risque cyber très tôt, et elle se construit avec le risque cyber. Mais on se rend compte aussi que c'est un poste de coût supplémentaire dans les entreprises. Et quand il s'agit d'un poste de coût supplémentaire, ça peut être fait au détriment d'autres choses. Donc, on voit, je rejoins tout à fait, c'est pas forcément, même si c'est la priorité qui est dite oralement, on se rend compte que dans la mise en œuvre, il y a d'autres priorités qui viennent au-dessus de celle-ci. Mais on voit quand même que ces dernières années, la prise de conscience et la nécessité d'investir et de s'investir sur le risque cyber, il est mieux pris en compte. Je me souviens quand on faisait de la sensibilisation au risque cyber il y a 5 ans ou il y a 7 ans, on peinait à mettre 3 personnes dans une salle, malgré le fait que tout le monde disait que c'était un sujet de préoccupation. Et aujourd'hui, on a franchi cette étape, et la sensibilisation, elle est vraiment effective. Donc,
voilà, moi je représente aussi les 7 technopoles de Bretagne, donc on est 6 autres technopoles, donc je représente la technopole de Lannion, mais je pense que le risque cyber, il est réel et avéré de la même façon partout en Bretagne. Nous, en tant que technopole, on accompagne les entreprises technologiques, donc il y a un gros actif immatériel à protéger, et du coup, nous, au niveau des technopoles, c'est un sujet dont on se préoccupe de façon assez majeure. Comme tu disais, au niveau de Lannion, on est un territoire qui est historiquement télécom et qui continue de développer des solutions télécom. Donc l'écosystème a l'habitude de fréquenter des ingénieurs qui travaillent dans le monde des télécoms. Et même si on parle depuis, on va dire, une dizaine d'années de la cybersécurité, depuis toujours, il y a de la sécurité dans les télécoms. Et donc, je pense que l'écosystème de Lannion n'est pas étranger à ce concept et à ce risque. Malgré tout, elles ne sont pas forcément toutes protégées et on a un gros travail à faire pour renforcer la sensibilisation. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au niveau des technopoles, on travaille aussi à l'émergence des solutions, puisqu'on a un acteur qui travaille à l'émergence de l'innovation, à la fois dans les entreprises existantes, mais aussi dans les startups. Et donc, on essaye de faire en sorte que des solutions nouvelles, pragmatiques, adaptées aux TPE, PME, startups, puissent émerger et apporter des solutions pour travailler sur les vulnérabilités. Merci Estelle. Donc, on voit bien le point de vue des sécurisés, l'amorce des sécurisants. Donc, on va regarder ce sujet avec le prisme des sécurisants à travers Adrien Chenu d'Orange Cyberdéfense. Qu'observez-vous? Est-ce que les problématiques de granularité de marché, d'engagement de la part de structures dans une démarche d'accompagnement et solution, vous retrouvez et constatez ça sur votre activité? Bonjour à tous, tout d'abord. Alors, la première chose, c'est qu'on a un constat quand même très proche entre sécurisé et sécurisant. Il y a eu beaucoup d'éléments de langage que j'ai entendus, que je partage complètement. Il y a 3 critères en fait pour évaluer la granularité, en fait, finalement la maturité des entreprises vis-à-vis de la cyber, la taille, qui a été évoquée juste avant, enfin, le gradient entre la taille, le budget et puis le fait d'être concerné par le sujet. Le financement, le budget qu'on peut allouer en fait à ce type de projet, à ce type d'évolution, à ce type de remédiation qu'on doit déployer dans les systèmes d'information, mais aussi dans la culturation des équipes. Et le troisième, c'est l'aspect RH, qui a été un petit peu moins évoqué, mais qui est un élément fondamental. C'est est-ce que je suis une entreprise qui est capable de développer en mon sein une activité de type RSSI, de type surveillance, de type responsabilité, en fait, finalement, de tout l'écosystème technologique, que ce soit mes données propres, les données de mes clients. Et puis on voit aujourd'hui, par extension, en fait, finalement, que ce soit des habitudes de travail, l'hybridation du mode de travail. Donc du coup, le fait que les réseaux soient en fait plus des châteaux forts comme avant, mais qui soient connectables absolument partout dans le monde. On parlait de la TAWAD il y a quelques années, donc Anywhere, Anytime, Any Device, la capacité en fait finalement de s'interfacer depuis un point A à un point B. Et donc du coup, on ne peut plus sécuriser comme une citadelle, on doit sécuriser différemment. Voilà. Donc la taille, si on n'a pas évoqué les très grands groupes, mais en 2 mots, on les met aussi à part. Ils sont à part pour plein de raisons, parce que déjà d'une, ils ont été les premiers exposés. Les hackers ciblaient en priorité l'endroit où il y avait le plus de cash à aller chercher, donc les très grands groupes. Aujourd'hui, eux, ils sont aussi soumis à l'activisme, HACK, activisme, que ce soit pour attaquer les intérêts économiques, par exemple, de la France, mais aussi pour attaquer des entreprises qui n'ont pas forcément les valeurs adaptées pour certains groupes. Je pense par exemple à ceux qui exploitent du pétrole, du gaz et ce genre de choses. Il peut y avoir des attaques en lien, enfin, finalement, à leur activité. Mais aussi quand on fait le lien avec les collectivités, mais donc du coup les institutions généralement, on voit par exemple sur le coup d'État au Niger, 2 semaines après, il y a eu énormément d'attaques de type déni de service, donc du coup des attaques massives sur les institutions françaises qui venaient du Soudan, qui venaient de Russie. Voilà. Donc du coup, ces grands groupes, ces grandes collectivités, elles ont des contraintes qui sont aussi différentes des tissus économiques locaux. Et c'est des sujets qu'il faut adresser. Et donc, évidemment, ils se sont protégés et évidemment, ils ont une maturité plus élevée. Donc, du coup, ça fait un lien avec la partie que vous aviez exposée tout à l'heure sur tout à fait. Et en termes de ratio, internalisation, externalisation des services, qu'est-ce que vous constatez? Alors, ce qui est intéressant, c'est que
Enfin, alors, oui, effectivement, j'ai pas un ratio en tête, j'ai pas un chiffre à donner. Néanmoins, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a de l'externalisation. Je prends le cas d'une PME, elle n'a pas forcément la capacité d'avoir un RSSI, elle n'a pas capacité à déployer en son sein un service de surveillance qu'on appelle un SOC aujourd'hui, d'analyse de log, d'analyse en fait finalement de tout ce qui pourrait être remonté depuis son écosystème. Elle a besoin d'un acteur qui va manager pour elle sa sécurité. Une grande entreprise, de la même manière, elle a besoin d'externaliser des équipes de pentesters, donc de tests de pénétration dans l'écosystème de l'entreprise. Voilà. Donc du coup, quelle que soit l'échelle, quel que soit l'acteur, il y a besoin de s'appuyer sur des experts aujourd'hui. Et ça fait un lien avec l'aspect RH que j'avais évoqué tout à l'heure, parce que ok, peut-être qu'on ne peut pas développer sa propre RSSI en son sein, mais on fait aussi face à une pénurie de talent qui est colossale sur ce secteur d'activité. Donc être une seule entreprise face à cette pénurie, je dois être attractif, certes, mais en même temps, si les deux ressources clés que j'ai recrutées partent, je suis le bec dans l'eau. Donc il vaut mieux beaucoup s'appuyer en fait, finalement sur des sociétés qui assurent les opérations pour elles. Merci. Côté territoire, collectivité, de la même manière, l'externalisation, c'est une réponse. On a vu tout à l'heure que 95% des 1200 communes de Bretagne sont de moins de 3500 habitants. Et donc, l'externalisation, c'est une réponse, la mutualisation aussi. Alors, historiquement, ça a été la solution. C'est-à-dire que dans la plupart des petites collectivités, je dirais les communes de moins de 3500 habitants, vous n'avez pas d'équipe technique interne. Vous reposez tout sur votre prestataire. Ce qui pose d'ailleurs la question du niveau de sécurité du prestataire. Parce que c'est souvent, dans les diagnostics qu'on fait, c'est le premier élément qu'on ressort, c'est quoi le type de contrat que vous pouvez avoir et suivant le type de contrat, est-ce que vous êtes correctement assuré qu'il est mis en œuvre conformément aux dispositions contractuelles et que le niveau de sécurité est bien là. Parce qu'en fait, voilà, la plupart du temps, il n'y a pas de moyens internes. Donc historiquement, ça a été la voie de l'externalisation pour la plupart des petites collectivités. Ce qu'on commence à voir, et le sujet cyber est en train de le faire émerger, alors que ça fait 20 ans qu'on l'imagine. Ça fait 20 ans que je suis persuadé qu'à un moment, les intercos vont prendre le sujet des systèmes d'information et qu'elles ne l'ont pas pris pour le compte de leur commune. C'est qu'effectivement, la pénurie de talent, le coût, la nécessité de la proximité aussi, parce que quand il y a besoin de remettre en service, c'est bien d'avoir un prestat, mais c'est bien de l'avoir sous la main. Enfin, quand je dis sous la main, c'est pas à 200 bornes, quoi. C'est dans une capacité de temps et de distance qui soit suffisante. On commence à voir, au bénéfice du début de prise de conscience de la cybersécurité, des logiques de mutualisation au niveau des intercommunalités. Voire à un niveau encore supra, type Medialis, où on se dit que sur certains sujets, on est en capacité d'opérer pour le compte de nos adhérents certains éléments, certaines briques, parce qu'on n'est pas capable de toutes les réaliser. Est-ce qu'au niveau des entreprises, ce phénomène de mutualisation par rapport à la granularité qu'on a évoqué tout à l'heure, de structures qui sont plus ou moins en capacité de monter en maturité et de se protéger les uns les autres, est-ce qu'on constate cette évolution aussi, ou un début de mutualisation, je sais pas, par filière ou par... Alors, pas obligatoirement. Enfin, j'en ai pas obligatoirement connaissance par filière. Il y a des échanges d'expériences incontestablement, mais en écoutant Patrick, me venait un rapprochement hasardeux entre l'énergie et la cyber. C'est-à-dire qu'avant l'augmentation des coûts de l'énergie, la problématique du coût de l'énergie n'était pas une problématique d'achat. Et je me demande s'il n'y a pas des parallèles à faire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où monte la pression, et je vais revenir un instant dessus, la pression du risque cyber sur les entreprises en fonction et on voit bien l'évolution des cibles, s'il n'y a pas une prise de conscience qui va se faire, qui va entraîner une augmentation du niveau d'exigence et du niveau de qualification des entreprises pour commander au mieux et poursuivre au mieux leur contrat d'infogérance, de sécurisation. Je voudrais juste apporter une petite précision aussi. C'est que là, on parle du risque cyber, et j'imagine que dans cette salle, si on n'écoute pas Jean Covici, c'est qu'on est tous convaincus. Mais
Quand vous prenez le baromètre des risques PME-ETI d'un assureur australien qui est vraiment intéressant à suivre, les risques immatériels, dont les risques cyber, restent à la 6e place après les risques RH, après les risques matériels, après les risques. Donc c'est aussi ça qu'il faut intégrer dans la réflexion, c'est qu'évidemment on est convaincu, mais il y a encore 2 phénomènes. Les entreprises sont confrontées à plein de risques, et j'aurai l'occasion de revenir dessus. Et le deuxième élément, qui à mon avis est extrêmement important à avoir en tête, c'est que finalement, à partir du moment où on a une compréhension des enjeux, beaucoup d'entreprises ne savent pas encore où trouver. On en parlait en aparté. Ok, d'accord, je prends une société, mais comment je la qualifie? Est-ce que je suis bien conscient que j'ai répondu au devis, parce qu'on a aussi ça et que j'ai signé? Est-ce que j'ai bien réussi à aller très loin dans l'implémentation des solutions qui m'ont été proposées? Donc il y a à la fois une compréhension du côté de l'entreprise et à la fois une question d'accompagnement. Et là, je pense qu'on a un vrai sujet, y compris par rapport à la qualification des intervenants. C'est-à-dire, quand je cherche quelqu'un, est-ce que l'ANSSI m'en recommande? Est-ce qu'un tel, alors Lady va être certainement une réponse, mais voilà, comment en fait je fonctionne dans ce maquis que je ne maîtrise pas obligatoirement, parce que rares sont les chefs d'entreprise qui ont comme grand sujet premier d'amour celui de la cybersécurité. Dommage. Ah, juste un point, vraiment d'une seconde. Il y a un point qu'il faut faire sauter, c'est celui du ciblage. C'est-à-dire que encore beaucoup d'entreprises considèrent que les attaques fonctionnent par ciblage. Alors ça, on l'a vu, en effet, il y a des attaques bien ciblées, Soudan, etc. Mais beaucoup d'entreprises se disent, mais non, moi, ça ne me concerne pas. Voilà, j'ai une entreprise d'horticulture qui est au fin fond de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, je ne sais où. Donc, je ne suis pas concerné. Et je pense que là, il y a un vrai sujet pédagogique qui est essentiel. Juste par rapport à ça, parce que c'est un point essentiel, c'est qu'il faut avoir en tête que le hacker, il est feignant. Et la plupart du temps, il ne sait pas qui l'attaque. Je suis persuadé que la ville de béton, ils ne savent pas qu'ils ont attaqué la ville de béton. Clairement, ils cherchent une vulnérabilité sur Internet, ils scannent après le net en se disant j'en ai trouvé 20 000 réplicables et je balance mon outil en fait, sur ces 20 000 vulnérabilités et après les uns après les autres, je les rançonne. Voilà comment ça fonctionne. On est en bord de mer, il y a une métaphore, une image que j'aime beaucoup. Ils pêchent au chalut. Hein. C'est ça. Ils ne pêchent pas au harpon. Exactement. Le harpon, c'est bien quand on a une belle baleine. Bon, ça m'a fait pleurer Moby Dick quand j'étais petit. mais le hacker, il pêche au chalut. Il se fout effectivement, il se fout de ce qu'il va récupérer dans le filet. Il espère bien qu'il va en trouver. La question de la taille de la maille du filet. Donc, mais on est en Bretagne, donc voilà, faites passer cette image. Ça pêche au chalut, ça pêche pas au harpon. Voilà. Et par rapport à ça, comment on peut échapper à ce filet? Comment on peut être hors maille et autres, de l'intérêt du diagnostic? Est-ce que le diagnostic est une première mesure pour échapper à ces attaques et cette pêche au chalut? Alors, effectivement, le diagnostic, c'est une première mesure, mais pas que. C'est-à-dire que le diagnostic, au sens large, on sait tout ce que c'est, un diagnostic, un contrôle technique pour une voiture. Voilà. Le diagnostic, en fait, c'est un élément, un outil de l'analyse de risque. J'ai une analyse de risque dans mon entreprise. Dans mon analyse de risque, j'ai un pan sur la cyber. J'utilise mon diagnostic pour distinguer en fait où sont mes vulnérabilités, où ça pêche en fait globalement, où ça pêche sur le pan technologique, où je suis vulnérable, où ça pêche sur le pan humain, la sensibilisation, l'hygiène numérique. Je ne vais jamais donner mes clés avec mon adresse marquée sur mon trousseau à n'importe qui dans la rue. Eh ben, je vais pas me faire ficher, je vais pas faire de phishing, je vais pas me faire avoir par du phishing dans mon entreprise. Et la gouvernance, la gestion de crise et ce genre de choses. Il y a 3 pans en fait où le diagnostic est essentiel et le diagnostic s'inscrit dans une logique d'amélioration continue et doit faire partie, c'est un raisonnement peut-être de plus grand groupe, mais doit faire partie d'un process de qualité, mais globalement doit alimenter à des temps séparés l'analyse de risque et dérisquer les grands risques de l'entreprise. Côté MEDEF, je crois qu'il y a une initiative, justement, une certaine habitude sur l'analyse de risque, mais holistique, différents secteurs, pas forcément cyber. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots et nous dire quelle conclusion, état des lieux du pragmatisme de ce diagnostic, de cette vision un peu globale,
avec son prolongement en matière de sécurité? Alors, on avait mis en place, j'étais à ce moment-là au MEDEF de Sèvres, avec l'AMRAE, donc qui est l'association des managers de risque assurant entreprise, un dispositif qui s'appelle macartodesrisques.fr et qui en fait propose en 3 heures, soit en autosaisine, soit en face-à-face, une cartographie holistique, comme vous disiez Olivier, sur l'ensemble des risques de l'entreprise. Là, on vient de sortir lundi la V2, qui renforce la partie cybersécurité, mais soyons très clairs, on traite de l'ensemble des risques, donc risque stratégique, risque RH, risque financier, risque opérationnel, etc. Et ça permet vraiment à un chef d'entreprise d'identifier ses priorités. Et de là, on découle évidemment son plan de traitement et comment il peut agir. Le risque cyber est toujours un risque qui ressort, ça c'est incontestable, à quelques exceptions près. Et on a vraiment un panel maintenant de plus de 1000 entreprises qui ont fait cette carto. On voit bien qu'à quelques rares exceptions près, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques résiduels, bien évidemment, ou qu'il n'y a pas une actualisation de... Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça permet, et c'est profilé TPE, PME, ETI, ça leur permet vraiment d'avoir une vision. Je pense que l'enjeu derrière, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi de dire, bon, bah, très bien, maintenant j'ai fait ma carto, j'ai mon plan de traitement, j'ai identifié si on recentre sur la cybersécurité, bah, en fait, comment vais-je trouver le bon opérateur, le bon acteur qui va me permettre d'aller plus loin? Parce qu'encore une fois, bien souvent, ils n'ont pas les compétences en interne. Donc, quelles sont les priorités que je mets dans ma gestion des risques? Ça va peut-être être dans un premier temps d'autres risques qui vont être traités. Évidemment, nous, on insiste pour que la cybersécurité soit un des risques majeurs. À proximité, donc au niveau des territoires, quel dispositif ou assistance sur ces thématiques-là les technopoles apportent à ces sécurisés? Alors, effectivement, les dispositifs se sont structurés, on va dire, ces derniers mois, je dirais, parce que jusque maintenant, on était plus sur un travail de sensibilisation. Une fois que la sensibilisation était faite, c'était plus à l'entreprise de passer elle-même à l'action. Donc, les dispositifs se structurent. Il y a notamment des dispositifs au niveau de la BPI. Et puis, surtout, je dirais, le dispositif que l'on est en train de mettre en place, qui est mis en place, qui est l'EDIH. Alors, c'est Digital Innovation Hub, c'est un dispositif européen qui nous a permis de nous structurer, de nous organiser au niveau de la région Bretagne et qui permet de déployer des diagnostics et des prédiagnostics sur les territoires aux entreprises. Donc il y a une première étape qui est gratuite, qui permet de faire un diagnostic sur la maturité digitale de l'entreprise. Et ce diagnostic sur la maturité digitale de l'entreprise peut justement mettre en évidence qu'il y a la nécessité de travailler, de renforcer la notion de cybersécurité. Et donc, par le biais du PEC, il y a notamment un diagnostic cybersécurité. Donc, nous, on est vraiment au plus proche des entreprises. On détecte le besoin et selon le besoin, on oriente vers les bons interlocuteurs. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler de maquis. C'est à la fois un maquis de dispositifs et un maquis de structure, un maquis d'acronymes. Et donc, nous, on est là justement pour guider, pour orienter et amener l'entreprise vers des solutions les plus pragmatiques et les plus efficaces. Donc il y a l'étape de sensibilisation, de prédiagnostic, de diagnostic et puis surtout de plan d'action, que le diagnostic ne reste pas à l'état de diagnostic mais qu'on puisse vraiment passer à l'action. Et donc là aujourd'hui on a vraiment structuré ces différentes étapes et les technopoles à la limite sont l'un des premiers maillons au plus proche des entreprises. Le MEDEF peut l'être également et on va travailler de concert pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'acteurs de proximité qui aient connaissance de ces dispositifs pour qu'ils puissent les prescrire aux entreprises, aux bénéficiaires, aux entreprises à sécuriser. Donc voilà, il y a vraiment tout un ensemble. Les technopoles sont évidemment présentes auprès de ces entreprises pour les identifier, les sourcer et faire en sorte que cette sensibilisation, cette formation soit mise en œuvre. Merci. Oui, pour refaire un petit point sur le DIH et un peu recontextualiser ce sujet, donc l'Europe a décidé d'élever l'intégralité de son tissu économique et ses organisations publiques en matière de sécurité et a lancé ce qu'on appelle les EDIH, les European Digital Innovation Hub. Il y en a 151 qui sont aujourd'hui déployés. La Bretagne avait candidaté pour disposer de ce dispositif. Donc là, c'est un consortium de 9 entités qui, en Bretagne, opèrent ce dispositif depuis le mois d'avril.
le pôle d'excellence cyber, il y a une part assez importante, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la priorité de l'EDIH en Bretagne, c'est la transformation digitale, c'est un des axes de l'EDIH breton, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, qui est quand même un outil fort et une valeur ajoutée très très forte de la région Bretagne, qui est historiquement bien installée sur ce sujet, deuxième région de français, je dirais. Et le deuxième sujet, c'est qu'on a en Bretagne des priorités, et donc l'EDIH breton adresse aussi des priorités en matière de filière qui correspondent à la stratégie de la Bretagne, la stratégie S3. Et donc, on s'intéresse en priorité au secteur du maritime, de la santé, de l'agroalimentaire et de l'agriculture, de la numérisation et enfin de tout ce qui est industrie de manière générale. Donc là, c'est tout un processus avec de l'accompagnement. Donc, le diagnostic n'est qu'un élément en fait, du dispositif. Ce dispositif est cofinancé par les fonds européens. Donc on commence par ces pré-diagnostics au plus près du terrain. En fonction, on y applique un diagnostic et le pôle d'excellence intervient sur ce diagnostic. Et derrière ça, à partir d'une feuille de route, on propose, non pas dans un maquis, mais dans un set de services et d'offres de services, des solutions et des prestataires qualifiés pour pouvoir accompagner l'entreprise dans ce qu'on a décidé de faire de son élévation en matière de sécurité. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec à la fois les technopoles. Il y a un stand de DIH au niveau du village. Je vous invite aussi à aller vers ce guichet unique, donc, qui simplifie aussi la manière d'y accéder. Pour enchaîner, puisqu'il nous reste très peu de temps, on a consommé un petit peu de temps, il nous reste 7 minutes. Mégalis fait partie du dispositif EDIH. Comment vous faites la promotion auprès du territoire et des collectivités de ce dispositif? Alors, d'abord, nous, on fait partie de l'EDIH parce qu'on ne voulait pas que le secteur public soit, j'allais dire, absent du dispositif. Quand il y a des expériences et des subventionnements qui vont avec, si on peut en bénéficier, c'est pas plus mal. D'où le fait que Mégalis soit membre de l'initiative pour en faire profiter ses adhérents. Pour en faire profiter certains de ses adhérents. Il faut être là, pour le coup, raccord par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. On va là, pour le coup, se focaliser, en tout cas beaucoup être concerné sur les plus grandes collectivités. Et ce qui nous intéresse dans cette démarche, c'est aussi la logique de qualification des prestataires. Alors, et j'utilise volontairement ce terme de qualification que je préfère à celui de certification ou de labellisation, parce que c'est bien d'être labellisé ainsi, mais c'est long, ça coûte cher, et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, si on est dans une logique de proximité d'intervenants, on n'en a pas forcément un sous la main à la porte de la maison. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cette capacité, d'avoir des entreprises qualifiées et de pouvoir les proposer à nos adhérents, toujours dans une logique. Alors là, pour le coup, on est vraiment... on n'a pas d'intérêt ni financier, ni quoi que ce soit. On est bien dans une logique où, une fois qu'on a accompagné, sensibilisé, fait le pré-diagnostic, c'est à la collectivité de se prendre en main, de savoir si oui ou non c'est prioritaire par rapport à ces autres projets, de savoir combien elle veut y mettre et avec qui elle veut le faire. On n'est pas dans une logique où on préconise d'aller vers un tel ou un tel. Bon, en même temps, l'exercice du pré-diag est intéressant parce que vu qu'on y met aussi les prestataires, quand on a des prestataires qui ne veulent pas répondre au questionnaire, on se dit bon, il y a peut-être un petit truc quelque part et c'est peut-être le bon moment de changer de prestataire. C'est une indication. Voilà. Le diagnostic étant posé, c'est que la première étape, elle est essentielle. Et l'essentiel du dispositif, si on parle de DIH ou de manière générale, c'est de s'engager dans une procédure de montée en maturité. Donc, c'est quoi l'après du diagnostic ? L'après du diagnostic, c'est évidemment le plan d'action. Un plan d'action priorisé, qu'on priorise en fonction des intérêts de l'entreprise, du business courant, du moment aussi où on se trouve, évidemment. Alors,
y a tellement d'exemples différents, je ne vais pas tous les prendre, mais moi je trouve qu'en complément d'un diagnostic, ce qui est intéressant, c'est aussi on en parlait tout à l'heure, des dirigeants qui disent, c'est pas dans leur première prérogative, un exercice de gestion de crise, par exemple, c'est un complément super intéressant d'un diagnostic de simuler, comme on fait des exercices incendie, par exemple, de la même manière, simuler la perte de votre récit, l'incapacité de facturer vos clients, l'incapacité de payer vos collaborateurs. Voilà. Et comment ça se passe en fait? Comment on remédie à tout ça? Donc du coup, en fait, commencer à créer les courts-circuits qui vont permettre de maintenir, d'être résilient en fait. On parle de cyber-résilience, la capacité en fait finalement de maintenir à flot votre entreprise. Ça c'est. Je voulais juste en prendre un deuxième, c'était les pen tests. Les tests de pénétration, pardon, excusez-moi. Donc en gros, c'est vous fermez votre maison à clé, vous fermez vos volets et vous demandez à quelqu'un d'essayer de rentrer chez vous. De la même manière, prendre des entreprises qui, comme la nôtre par exemple, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui sont capables de tester et de chercher vos vulnérabilités. Et donc du coup, en fait, finalement, de s'inscrire dans un processus d'amélioration continue. Parfait. Il nous reste 3 minutes 30. Un dernier conseil, une recommandation, Estelle Recommandation, n'hésitez pas. C'est vrai que la région Bretagne a fait un gros travail de structuration ces dernières années. Il y a tout un ensemble d'acteurs économiques qui se mobilisent au profit de ces dispositifs. Je pense notamment à Bretagne Développement Innovation. Je pense à la création du CCIRT. Je pense au pôle imagerie réseau. Donc en fait, je pense que voilà, il y a plus de raison, on va dire, de ne plus prendre ce sujet à bras le corps. Et donc on est tout un ensemble à votre disposition pour vous accompagner là-dedans. Xavier Bigeaud, votre conclusion? Moi, je parlerai de culture du risque. Et je rebondis sur ce que vous disiez. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a à faire passer auprès notamment de nos chefs d'entreprise, je vais parler de mon côté, vraiment cette notion de culture du risque qui est une culture positive et qui ne doit pas être une culture anxiogène, mais qui doit justement permettre de limiter la prise de risque et qui passe par de l'expertise interne ou externe et bien souvent externe. Adrien? Oui, alors, j'avais exactement le même point, donc c'est parfait. En fait, moi, je l'avais associé à la stratégie, en fait. Je veux dire que plutôt l'aspect tactique, c'est d'enrichir son SI, d'enrichir ses méthodes de travail. L'aspect stratégique, donc d'avoir la vue du haut vers le bas, c'est de piloter tout ça en réponse à une analyse de risque. Donc, voilà, donc du coup, un conseil plus pour les directions générales, d'inscrire en fait ce dont on a discuté aujourd'hui dans leur feuille de route du quotidien. Patrick? En fait, au-delà des diagnostics, des accompagnements et des montées en sécurité, moi je dis qu'il faut aller aussi un pas plus loin et il ne faut pas oublier de travailler le plan de reprise d'activité parce qu'on a beau élever le niveau de sécurité, et c'est très bien, pour dérisquer à un moment donné, si ça se passe, il ne faut pas se retrouver face à une page blanche, donc exercice de gestion de crise, mais aussi de remédiation et de remise en état, parce que l'exemple que vous évoquiez tout à l'heure de la ville de béton, ça fait quand même 8 jours qu'ils sont dans le noir. Et parce qu'en fait, voilà, on a identifié un certain nombre de sujets, mais la reprise d'activité n'a pas été correctement j'allais dire, préétablie. Et donc le conseil, et les communes ont l'habitude de le faire dans les plans communaux de sauvegarde. On a un onglet sur le risque inondation, on a un onglet sur le risque incendie. Quand on fait l'exercice, on rajoute un onglet sur le risque cyber et on se sentira mieux quand le pépin arrivera, quand il arrivera. Colonel, un mot de la fin? Oui, donc il faut que je sois rapide. Pourtant, ça a été passionnant. Moi, par rapport à mon expérience, j'ai reconnu beaucoup de points clés et de problématiques en termes de communication, de plan d'action. Et donc là, je parle plan d'action, pas seulement sur le plan technique, mais bien évidemment, gestion de crise, ça, c'est essentiel. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est anxiogène, c'est de ne pas savoir quoi faire. Quand il peut se passer, on ne sait pas quoi. Alors, il peut se passer, on ne sait pas quoi. Moi, j'ai retenu en effet une chose très importante, même au niveau du ministère des Armées. L'attaque n'est pas nécessairement ciblée. C'est la NAS, c'est du chalut. L'attaquant, donc, en fait, cherche à faire un maximum de profit avec un maximum de moyens et en tapant sur un maximum de personnes.
donc il s'agit pour cela, pour s'en prémunir, d'être attentif non pas dans une peur, une phobie permanente, mais sur des actes réflexes simples de sécurisation. On ne se promène pas avec son trousseau de clés dans la rue. Bon. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire que tout le monde est ciblé et tout le monde doit être acteur. Et pour sortir de l'anxiogénité donc du patron, moi j'ai relevé aussi un point très très important, c'est-à-dire que ce qui importe, c'est pas non plus de faire seulement de la sensibilisation sur ce qui est dangereux et de quoi on doit avoir peur, mais de s'y préparer en ayant une connaissance de ce qui peut être dangereux dans son métier par rapport à ses missions opérationnelles. Et donc je crois que le diagnostic et dans un deuxième temps un audit permet d'avoir au patron, à l'opérationnel, une vision beaucoup plus simple et plus claire sur ce qu'il doit arbitrer en engagement et donc lui permettre d'élever peut-être à des niveaux différents l'engagement cyber en termes de sécurisation et de ne pas le cantonner à un risque cyber informatiquement centré, hein, mais bien une entrave possible sur le volet RH, hein, ces sujets qu'on prend très au sérieux au ministère des Armées. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il faut protéger nos systèmes d'information, on considère qu'il faut protéger notre manœuvre dans le domaine RH, dans le domaine tactique, dans le domaine de l'influence également. On n'en a pas trop parlé, mais c'est un point aussi très, très important. Excusez-moi pour ce mot de la fin, peut-être un peu trop... Voilà. En tout cas, merci à tous. Ça s'adresse à vous. Bon, j'aurais aimé avoir le plaisir et avoir le temps que vous puissiez interagir. Je vous invite à le faire en tout cas sur les stands. Voilà. À très bientôt. Merci. Voilà, moi, je voulais remercier nos invités intervenants, Estelle Caraval pour Anticipa, Xavier Migeot pour le mouvement des entreprises de France-Ille-et-Vilaine, Adrien Chenu, Orange Cyberdéfense et Pascal Malfait pour Mégalis. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et on est à votre disposition. N'hésitez pas à venir vers nous si vous voulez prolonger la conversation.